Regarde mec, personne ne savait que dans ce monde dominé par des démons, un humain allait faire un pas pour tout changer. Que pouvait bien voir Félicia cette nuit-là, tandis que l'obscurité entourait le village? Holland, avec son épée en main et la tête pleine de plans, pense qu'il est tranquille, mais la réalité est bien différente. Cette guerre folle a laissé des marques, et au vu de ce qui s'est passé, il n'est pas possible de se détendre, non? Écoute, les gens parlent de quelque chose, de puissant qui arrive, et même les plus courageux ont peur. Et s'il n'était pas le seul à être dans ce pétrin? Mon Dieu, regarde un peu la bagarre qui est sur le point d'éclater. L'histoire commence sur le trône du roi démon, complètement bancal, après une intense bagarre parmi les décombres. Une créature colossale s'effondre. Ce monstre est le général de la perdition, l'un des chefs de l'armée démoniaque. Soudain, il fait face à l'être qu'il a renversé, un humain qui s'approche lentement. Il se demande comment un mastodonte comme le général Meladigo a pu être abattu par un humain, et en plus, impossible. Furieux, le monstre hurle que cela ne peut pas être vrai. Il refuse la défaite. Mais de l'autre côté, notre héros est déjà positionné, prêt à porter le coup final. Ziken avance avec son épée enflammée et crie que la victoire est à lui. Et là, il commence à frapper le général avec une série de coups puissants. Après la bagarre, notre protagoniste reste là à regarder le corps du monstre vaincu. Dans ce monde, un certain roi démon est apparu et a déjà pulvérisé des royaumes entiers. Avec l'invasion en cours, il a envoyé ses sbires gouverner la région. 100 ans se sont écoulés et l'humanité était sous sa botte, jusqu'à ce qu'un guerrier décide de changer la donne. La foule était en fête, célébrant son retour. Pendant ce temps, dans une maison, une fille très blanche est sur son tas, regardant par la fenêtre, attendant avec impatience quelqu'un. Dans le village, le peuple était en extase, disant que Holland avait vaincu l'un des chefs. D'autres se demandaient s'il était vrai qu'il avait tenu 3 jours et 3 nuits dans le combat. Tout le monde a accueilli le gars avec énormément de joie, l'appelant héros et le remerciant. Tout à coup, une voix familière l'appelle et il se tourne pour voir qui c'est. Avec un grand sourire, il dit qu'il est revenu avec son amie d'enfance, Félicia. La fille souhaite la bienvenue au héros et dit qu'elle savait qu'il allait bien s'en sortir. En voyant les deux se retrouver, le groupe décide de leur laisser un peu d'intimité. Félicia lui demande s'il a vraiment pensé que c'était une bonne idée de revenir de la capitale si tôt. Roland répond que s'il était resté là-bas, on aurait voulu l'entraîner dans l'équipe des chevaliers. Il dit qu'il n'a pas l'intention de quitter le village et qu'il a donc laissé le reste à Selena. Roland taquine la fille en disant qu'il lui passe la patate chaude. Elle répond qu'il ne devrait pas casser les pieds à sa petite sœur. Dans un autre coin, une fille lui dit de ne pas embêter non plus sa grande sœur. Roland pense qu'il ne pourrait pas avoir un meilleur moment, mais la reine Démon Solana apparaît, lui demandant s'il veut vraiment inquiéter sa sœur jusqu'à ce qu'il sauve le monde. Elle lui ordonne de montrer qu'il est un homme et l'appelle beau-frère, le mettant dans un embarras total. Le protagoniste reste sans voix et tout rouge face à l'audace de la jeune femme. De retour au village, Roland appelle Félicia et lui dit qu'il a une surprise. La fille est un peu méfiante et demande s'il lui apporte vraiment quelque chose. Il lui demande de ne pas être choquée et continue. Curieuse, elle veut savoir de quoi il s'agit. Roland prend alors une petite boîte et s'accroupit devant Félicia. Lorsqu'il l'ouvre, la fille est tellement surprise de voir une bague de fiançailles. Notre protagoniste, tout gêné, demande Félicia en mariage. Il dit qu'avec les embrouilles qui se passent, personne ne sait ce que demain nous réserve, mais il veut être celui qui la rend heureuse. Félicia est une mère d'émotions, couverte de joie. Le héros termine sa phrase en disant qu'il a l'intention d'être celui qui la protégera. Il se souvient qu'ils ont tous deux perdu leurs parents très jeunes. Même dans ce monde rempli de démons, Félicia ne perd jamais son sourire et donne de l'espoir à tous. Il sent que, comme l'épée, elle mérite plus que cela. Alors, il promet de toujours la protéger. Déterminé, le protagoniste jure de tenir sa promesse. Avec la bague dans la main, il se sent plus fort et motivé. On le voit alors s'entraîner avec l'épée pendant la nuit, montrant toute sa détermination. Le fou ne s'arrête pas une seconde, répétant les mouvements avec la plus grande discipline. Félicia apparaît et lui dit de se détendre un peu, mais il répond qu'il doit s'assurer qu'il peut protéger ce bonheur. Elle observe tout avec un regard plein d'espoir et de bonheur, alors appelle-le et demande-lui une promesse. Mélissa lâche la braba et dit qu'elle sait que le gars serait prêt à donner sa vie pour la protéger et qu'elle ne supporte cette jungle de pierre que parce qu'elle espère qu'un jour, tout se calme. Si le fou n'est pas là, sa vie devient un chaos. Elle trouve déjà bizarre d'imaginer le monde sans lui. Roland est d'accord, pensant qu'il y a encore beaucoup à jouer et qu'il n'a pas envie de rendre l'âme maintenant. La délicieuse lui demande s'il a vraiment compris son message. Il répond dans un esprit détendu qu'il va rester tranquille, mais que pour cela, il doit s'entraîner sérieusement. Le fou prévient que cela va prendre du temps. Alors il lui dit de faire un petit somme. Elle se demande s'il parle sérieusement de l'envoyer au lit
et il tient à lui rappeler qu'ils sont maintenant un couple. Holland lui demande d'attendre un peu avec une grande fermeté. Félicia trouve les manies maladroites du gars le plus fort du monde adorable. Holland est là tout gêné, Félicia le regarde avec un regard rempli d'amour. Mais tout à coup, l'ambiance change. Holland ressent quelque chose d'étrange s'approcher, un être sombre apparaît dans le ciel et le fixe avec un regard terriblement menaçant. Le cœur de Holland faillit sortir de sa bouche quand il réalise que c'est un démon. Il ressent une pression si absurde qu'il comprend que le pouvoir de ce Satan est même plus grand que celui d'un officier. Sans réfléchir à deux fois, Roland sort, son épée déterminée. Il fait un pas en avant, prêt pour la bataille. Mais dans un genre de retournement de situation, son visage devient fou. Roland observe simplement le démon jusqu'à ce qu'il soit soudainement projeté au sol. La créature est paralysée, se demandant qui la retient. L'être commente qu'il n'est pas étonnant que Méladno ait été battu par lui et qu'il ne laissera pas notre garçon s'en tirer. Eh bien, le démon se présente comme le roi démon, ce qui choque Roland. Il raconte qu'il est venu après notre protagoniste depuis qu'un officier n'est pas mort il y a un siècle. Le Capton révèle que leur objectif n'est pas d'expulser les humains, mais de provoquer le désespoir. Alors, le roi démon montre une très ancienne malédiction. Roland devient tout effrayé et demande laquelle c'est. Le roi démon affiche un sourire diabolique et lance la malédiction sur le village de notre protagoniste. Roland entre dans un état de désespoir. Le roi démon avertit que bientôt ce qu'il aime sera dévoré. Roland est en choc total, il n'arrive pas à y croire. Il ignore la douleur et se met à courir pour sauver Félicia, courant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans son élan, il crie en se rappelant la promesse de toujours la protéger. Désespéré, il lui demande de rester tranquille. Roland court vers Félicia. Elle l'appelle et il se retourne, tout inquiet. Troublé, il remarque que son petit visage est serein. Félicia, calme, lui dit d'oublier la promesse qu'ils ont faite alors qu'elle est engloutie par la malédiction. Roland est paralysé d'horreur en voyant sa bien-aimée commencer à se transformer en une bête démoniaque. Il n'arrive pas à affronter cette scène désolante, se remémorant les bons moments passés avec Félicia. Sa tête se met en boule. Il crie son nom dans un désespoir profond tandis qu'elle se transforme peu à peu. La malédiction la transforme en une créature avec une armure démoniaque. Son visage, autrefois adorable, affiche maintenant un sourire diabolique et un regard menaçant. La métamorphose se complète et elle devient un monstre épouvantable. Ses griffes deviennent aiguisées et gigantesques, prêtes à attaquer et sans réfléchir à deux fois, la bête fond sur lui. Roland, bien que choqué, parvient à dégainer son épée pour se défendre. Roland bloque, mais sa force est incroyable. D'une telle puissance, il est rejeté en arrière par un coup. Il tente de l'atteindre, criant si elle peut au moins l'entendre. Roland clame que peu importe sa forme, car l'amour qu'il lui porte ne changera jamais, mais la créature se fiche de lui et se jette sur lui. Les griffes détruisent l'épée du jeune homme comme si c'était du papier. Roland est projeté loin par l'impact, tombant au sol. Il réalise que son esprit a déjà disparu avec sa bonté. La créature le fixe avec un sourire cruel, presque amusé par la situation. À ce point, Roland décide qu'il va seulement éviter les attaques jusqu'à ce que son énergie soit épuisée. Il crie qu'ils seront encore heureux et qu'il existe un moyen de briser la malédiction. Jusqu'à ce jour, il promet de ne laisser personne lui faire de mal. En réponse, Félicia se prépare pour une attaque encore plus puissante. La tension est palpable alors qu'une attaque folle se dirige vers notre garçon. Il, avec une agilité de maître, il esquive avec aisance et se positionne devant elle, affrontant la situation de face. Félicia, qui est en colère, se jette sur lui avec toute la force qu'elle a, tournoyant comme un tornade pour frapper à distance. Pendant ce temps, le roi démon, n'observant que, lâche quelques compliments sur l'habileté de notre protagoniste. Il commente que Roland a pratiquement résisté sans blesser son adversaire. Avec un sourire sarcastique, le vilain demande si notre héros pense vraiment pouvoir briser cette malédiction. Roland, se remplissant de colère, crie qu'une fois qu'il aura calmé Félicia, le démon va danser. À ce moment-là, la créature avance à nouveau et le protagoniste reste sur ses gardes. Le roi démon pense que cela ne sera pas facile et commence déjà à préparer un autre sort. Il dit qu'il se peut que Roland parvienne à protéger le monstre et à mettre un terme à ce conflit. Des cercles magiques apparaissent de nulle part sur le sol et des chaînes surgissent pour emprisonner notre garçon, prenant tout le monde par surprise. Notre héros essaie de se libérer, mais il remarque rapidement que son corps ne répond plus. La créature avance pour attaquer le protagoniste, qui est totalement paralysé. Boum! L'impact fait voler l'épée de Roland au loin. L'arme s'enfonce dans le sol, hors de portée. Le roi démon éclate de rire et déclare que maintenant, le jeu devient intéressant. Pendant que Roland saigne sur le sol, notre fou hurle de douleur, réalisant qu'avec son bras blessé, sa défense est terminée. La créature, insatisfaite, s'approche de sa bien-aimée tombée, mais même blessé, Roland saisit son épée avec l'autre main. Il se prépare à frapper la bête, même en position de brute désavantage. Alors, le monstre libère un faisceau d'énergie qui fonce sur lui. Roland reçoit l'impact de plein fouet, projeté contre le mur, ses forces s'évaporant. Notre héros sent tout s'obscurcir et se demande si c'est là sa fin. Pendant ce temps, la bête se prépare à donner le coup fatal. Même à un pas de la mort, Roland se rappelle de la promesse qu'il a faite à Félicia. Dans son esprit, elle est là, lui demandant de se souvenir de ce qu'ils avaient promis. Le héros
crie qu'il ne peut pas mourir et laisser la fille seule dans ce monde effrayant. Avec cela, il réalise que le temps presse pour la sauver de la malédiction. Rassemblant ce qui lui reste de force, il se lève avec l'épée à la main. Et puis il se souvient de son sourire, de la promesse de toujours la protéger avec une détermination du genre. Aujourd'hui, personne ne va m'arrêter. Roulant sur le côté de la créature, avec un coup de pied, il crie qu'il ne laissera jamais Felicia seule et se prépare pour la dernière attaque. Alors il utilise tout son pouvoir pour enfoncer l'épée dans la poitrine de son amante. Le coup atteint profondément, mais Holland ne parvient pas à pousser la lame plus à l'intérieur. Il se plaint que, avec un bras seul, l'attaque n'a presque rien donné. Pendant ce temps, la créature fixe notre héros d'un regard furieux. Felicia, avec sa fureur concentrée, est prête à rendre la monnaie de sa pièce. Utilisant ses griffes acérées, sans réfléchir à deux fois, elle plonge sa main dans la poitrine de Holland. Le cri de douleur de notre héros résonne tandis que le sang s'échappe de sa bouche. Complètement vaincu, il pend dans les bras de la créature, qui le tient comme s'il ne valait rien, tandis qu'elle affronte la mort avec un sourire sadique. La créature le regarde, le maintenant en l'air, tandis que son épée est toujours enfoncée dans elle. Même avec une douleur insupportable, Roland refuse d'abandonner et rassemble ses dernières forces. Le monstre jette notre héros au sol comme s'il était de la saleté, mais lui, dans un dernier effort, agrippe son épée. Et dans un mouvement rapide, il porte le coup final qui coupe la créature en deux. Le roi démon commence à rire, disant qu'il vient de couper sa propre épouse en deux. Roland, couché sur le sol déjà effondré, dit que le vilain se trompe totalement et qu'il ne comprend rien. Alors que sa vie s'épuise, il tente de se relever dans une ultime tentative de combattre le démon, mais finit par dire que sa fin est ici. Il a trop tardé. Avec cela, le vilain disparaît, laissant Roland mourir seul sur le sol. Soudain, notre protagoniste ouvre les yeux dans un endroit totalement blanc. Confus, il se demande où il est. Le héros jette un coup d'œil à son ombre et se demande si c'est là l'au-delà. Il se souvient alors des dernières paroles de Felicia, lui demandant de ne pas oublier la promesse. Mais il est mort avant de l'exécuter. Ainsi, il se demande s'il peut vraiment dire qu'il a tenu sa promesse. Notre garçon sent que Felicia méritait une fin bien plus heureuse que celle qu'elle a eue. Deux plumes tombent lentement. Alors que la conscience de notre héros s'éteint, une femme avec des ailes et les yeux bandés apparaît devant notre garçon. Elle se présente comme l'ange Myosotis. Pour notre protagoniste surpris, Roland est confus et demande qui elle est, mais l'ange dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, l'ange ne veut pas tourner autour du pot et balance à Roland que, avant de se plonger dans la question principale, elle a quelque chose à lui dire. Myosotis révèle que Felicia a eu une vie heureuse. Après tout, même avec tout ce qui s'est passé, elle comprend toujours que Roland est un bon gars, mais elle prévient que la demande qu'elle a va être, je ne sais pas, un peu lourde. Elle lui offre la possibilité de la ramener à la vie et le garçon pense qu'il est en plein délire et crie qu'il va tabasser le roi démon. L'ange l'observe simplement avec un regard tranquille, comme si le calme était son nom de famille. Elle commence alors à libérer une magie dans un cercle de lumière dorée et le corps de Roland est tiré pour revenir dans le monde. L'environnement autour se compose de blocs, comme si tout était une œuvre de Minecraft. Roland chute alors dans le petit village où il a eu toute la galère avec son amante. Myosotis lui dit encore que, quand tout sera tranquille, son souhait se réalisera. Sauf que l'ange lui dit la vérité en disant qu'il doit s'excuser pour quelque chose de grand. À l'extérieur, une pluie lourde martèle le lieu où s'est déroulée la bataille sanglante. Roland reste là à penser si le roi démon a déjà pris la réelle et s'est barré. Myosotis révèle qu'il est impossible de restaurer son bras droit et le garçon est choqué, n'arrivant pas à croire qu'il va perdre sa plus grande capacité. Roland et Felicia sont tombés au sol et la scène est de celle qui brise le cœur. De retour de la galère, Roland embrasse le corps de Felicia. Sous l'orage, il réalise que, désormais, son bras est le bras démoniaque d'elle. Il se sent tout découragé, pensant qu'il va devoir utiliser la force de la femme qu'il aimait. À genoux sous la pluie, il l'embrasse une dernière fois et, immergé dans la tristesse, avec le visage écrasé par la douleur, il serre les dents, clairement en souffrance. Puis, il lâche un cri, vivant son désespoir cette nuit-là sous la pluie. La scène est désolante. Sur les cendres de la bataille, les vestiges du bonheur sont éparpillés. Roland, après tout cela, enterre l'amoureuse de façon simple, là près de chez lui. Il regarde la bague de fiançailles, se remémorant le bonheur qui lui a été enlevé. Il reste là un moment à faire un petit signe de main à celle qui a promis de le protéger. Il met la bague dans un collier pour garder le souvenir de Felicia toujours avec lui. Il s'excuse, disant qu'il va finir par se battre avec son bras. Tout à coup, Roland ressent une présence et se retourne pour faire face à la nouvelle menace. Deux monstres de type loup-garou apparaissent, prêts à se battre, et notre héros est sous le choc. Les vêtements des monstres paraissent un peu familiers et il réalise
Putain, les villageois se sont transformés en monstres. Avec le cœur lourd, il sort son épée, sachant qu'il ne peut pas être vaincu ici. Il s'excuse mais dit qu'il doit éliminer les monstres pour aller de l'avant. Mais soudain, le bras démoniaque pousse un cri et l'empêche d'attaquer. L'épée glisse de ses mains et tombe au sol. Roland essaie de prendre l'épée, mais le bras ne répond pas et il est plongé dans le désespoir. Il se rappelle ce que l'ange a dit sur la perte de talent avec l'épée. Maintenant, il comprend enfin ce qu'elle voulait dire par là. Les loups-garous, le voyant désarmé, se jettent sur lui et il n'a pas d'autre choix. Il décide qu'il va s'engager dans la bagarre. Sauf que, boum, son bras tire une énergie rouge sur l'un d'eux. Roland est choqué, ne sachant pas s'il rêve ou si la magie est dans l'air. En regardant ce bras, il sent un pouvoir sinistre qu'il n'a jamais eu auparavant. Mais alors qu'il est là dans le doute, un autre loup-garou avance pour l'achever. Avec un réflexe incroyable, il saisit la bouche de la bête avec son bras démoniaque. La force est si écrasante que la tête du monstre explose comme un ballon. Le corps du loup-garou tombe au sol sans vie, tandis que notre héros regarde sa nouvelle force. Il réalise que ce pouvoir est totalement en dehors des lois de la nature, ne sachant pas comment le contrôler. Puis, tout à coup, une voix l'appelle et il aperçoit un survivant au milieu du chaos. L'homme regarde Roland avec l'air de celui qui a vu un fantôme et dans un état de panique, il pointe le bras démoniaque, terrifié. Le survivant crie que Roland est devenu un monstre et s'enfuit, comme si le diable était à ses trousses. L'homme, complètement sous le choc, ne peut que pointer le bras démoniaque de notre héros. Désespéré, il crie que Roland est devenu un monstre et s'enfuit, comme si le diable était à ses pieds. Roland, sans mots, reste là, regardant l'homme s'enfuir, paniqué. Il réalise d'un coup que le type avait raison et que oui, il était maintenant effectivement un monstre, et avec ça, il comprend la réalité. Il n'est plus possible de vivre au milieu de l'humanité. Dans une taverne bien éloignée, l'histoire du village détruit court déjà comme un feu. Un des étrangers commente que plusieurs habitants sont devenus des monstres et ont commencé à attaquer ceux qui restent. Un autre type complète le potin en disant que même le tempétueux, Roland, a aussi agi comme un monstre. Un client choqué demande si c'est le même qui a vaincu un officier. Il en arrive à la conclusion que c'est pourquoi le royaume démoniaque a marqué le gars et que maintenant, les humains veulent l'emprisonner. Une femme commente que c'est vraiment dommage que l'ancien héros soit devenu une cible. Pendant ce temps, quelqu'un laisse de l'argent sur la table et file dehors de la taverne. Là dans le désert, Roland marche seul dans la solitude. Il erre sur cette terre détruite, essayant de s'habituer à cette nouvelle réalité. Alors, notre tempétueux commence à s'entraîner avec un nouveau bras, écrasant des pierres comme si c'était en des biscuits. Il s'isole loin de toute ville, concentré sur la maîtrise de ce nouveau pouvoir pour sa vengeance. Il sent que le bras démoniaque bouge, presque comme s'il était vraiment le sien. Mais il y a un détail. Il ne peut pas brandir l'épée avec la main démoniaque et il ne veut même pas s'approcher de l'épée qui a ôté la vie à Félicia, alors il décide de s'entraîner uniquement avec le nouveau bras. Tout à coup, une fille aux cheveux roses surgit et fonce sur lui avec une épée. Roland est vite à temps et est furieux de reconnaître qui était la fille. Il reconnaît Solana, la sœur de Félicia. Elle ne croit pas qu'il parle encore la langue humaine et se prépare à lui balancer un coup. Roland essaye d'expliquer, mais Solana crie seulement qu'il est un menteur. Furieuse, Solana dit que s'il était vraiment un frère, il n'aurait pas laissé sa sœur derrière. Avec les yeux remplis de larmes, elle avance en criant qu'il a abandonné Félicia. Dans un flashback, on voit les trois ensemble quand ils n'étaient que des enfants, au cimetière. La petite Solana pleure en appelant ses parents qui sont déjà partis. Félicia essaie de consoler sa sœur, tandis que Roland ne fait que regarder avec ce regard triste. Elle agrippe la petite fille et lui dit qu'à partir de maintenant, elle serait la nouvelle mère. La fillette demande qui serait le père, maintenant qu'elles étaient le seul. Félicia reste sans savoir quoi répondre, clairement bouleversée. Rolandias l'embrasse et lui demande de l'appeler grand frère. Avec un regard déterminé, il conclut en disant qu'il serait le nouveau père d'elles deux. Solana pleure un peu plus, mais on dirait qu'elle accepte cette nouvelle famille qui s'est formée. Elle s'accroche à Roland, cherchant du réconfort dans ses bras. À ce moment-là, elle pensait que les trois seraient toujours ensemble et étaient heureuses. Maintenant, revenant au présent, Solana a tout lâché sur Roland. La bagarre entre eux s'intensifie, tandis que quelqu'un les observe de loin. Solana attaque de toutes ses forces, tandis que Roland se défend comme il peut. Elle assène une série de coups de poing et de coups de pied, mais notre garçon parvient à tout bloquer. Alors, la fille utilise une technique spéciale, un double coup de poing dans la paume, le prenant par surprise. Ce coup le fait reculer avec une force incroyable, mais il reste ferme. Roland utilise son bras démoniaque comme bouclier et regarde la fille avec sérieux. Solana l'appelle idiot têtu, affirmant qu'elle veut juste libérer son frère. Peu après, Roland crie pour qu'elle s'arrête, s'assurant qu'il n'est pas un monstre, même avec ce bras. La fille, indignée, demande pourquoi sa sœur n'est plus là, remettant en question la tombe qu'il a faite pour Félicia. Avec des larmes aux yeux, Solana se demande pourquoi tout a fini ainsi. Roland ne peut pas soutenir son regard et, triste, admet qu'elle a vu tout se passer. Elle rétorque que les mains contrôlent les gens, se rappelant que c'était lui qui avait demandé à être frère. Elle crie qu'elle ne laissera plus son corps souffrir et se prépare à attaquer. Ses gantelets commencent à briller d'une énergie dorée, avançant à grande vitesse. Solana lui dit de ne
Rien faire alors qu'elle se lance dans le coup final. Elle projette son poing de pierre explosif, frappe le sol, provoquant une explosion. La poussière se répand et la fille se positionne au milieu de la destruction. Et là, notre héroïne réalise que le gars s'est sauvé en sautant sur une pierre qui semblait plus haute que la réalité. Roland voit que la fille est brisée, complètement affectée, et sait qu'il ne sert à rien d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. Il se rend compte qu'il ne peut pas lui en vouloir. La fille a perdu sa sœur et maintenant elle le voit comme un véritable monstre. Le fou commence alors à penser qu'elle a peut-être raison sur lui. Holland se souvient du corps de Felicia, de cette douleur qui ne sort pas de sa tête, et il se demande comment faire comprendre à la fille la vérité, qu'il n'est pas celui qui l'a tuée. Il comprend que espérer qu'elle comprenne rapidement serait un rêve, alors il envisage simplement de s'en aller. Ah, mais soudain son visage change en ressentant une nouvelle menace approcher. La fille s'en rend également compte pour son plus grand étonnement en regardant sur le côté. Un monstre géant surgit derrière elle. Et Roland crie désespérément « Fais attention !» Avant que la fille puisse faire quoi que ce soit, la créature la frappe avec un coup brutal. L'impact propulse Solana loin, comme si c'était une boule de papier. Elle tombe au sol, toute blessée et sans défense. En tombant, elle crache du sang, à peine en mesure de se relever. Après ce coup, la créature se prépare à porter le coup final, tandis qu'elle appelle sa sœur et Holland. Le monstre lève son bâton pour en finir avec la fille d'un coup, mais notre héros enfonce son bras démoniaque et frappe la créature de toutes ses forces. Solana, là sur le sol, est perdue, ne comprenant rien de ce qui se passe. Un poing de Roland transperce la poitrine du monstre qui crie comme si le monde était fini. Avec colère, il déclare qu'on lui prend toujours tout. Il se remémore la femme qu'il aimait le plus et comment tout ce qu'il avait s'est évaporé. Le fou regarde alors Solana au sol et se demande si on va la lui enlever aussi. Avec un regard déterminé, il promet qu'il les attendra un par un. Son bras brille d'une énergie rouge et il se prépare à l'attaque. Alors Holland crie qu'il va exterminer tous, jusqu'au dernier, en utilisant tout son pouvoir. Après le combat, le sol est fissuré, complètement recouvert de sang et de morceaux du monstre. Il réalise qu'en saisissant le bras de la créature, il a absorbé sa force. Roland comprend alors que le véritable pouvoir de son bras est d'absorber des capacités. Au milieu du chaos, il voit Solana encore à terre et comprend ce qui s'est passé. Il comprend que ce pouvoir n'est pas du tout bienveillant, très différent de celui de Felicia, c'est un pouvoir qui consomme. Puis tous les deux sont autour d'un feu de camp en silence. Solana comprend enfin la vérité et se souvient du roi démon et de la transformation de sa sœur. Elle est choquée et réalise qu'elle avait mal jugé notre héros tout ce temps. Roland s'excuse de ne pas avoir pu protéger la fille. Il regarde le feu avec une expression de celui qui a mangé un citron, les larmes aux yeux. Solana s'excuse, reconnaissant qu'il est celui qui souffre le plus. Elle s'en veut de n'avoir rien remarqué et d'avoir été dur avec lui. Roland dit que tout va bien, que ce n'est pas sa faute. Il affirme qu'il est le seul à devoir s'en vouloir de ne pas avoir pu protéger Felicia. Avec haine, il jure de se venger du roi démon. Roland jure de traquer ce roi démon dans n'importe quel coin du monde et de le détruire. Avec cette détermination, la fille ne reste pas en arrière. Solana déclare alors qu'elle va se battre à ses côtés, ce qui surprend Roland. Elle met sa main sur la sienne dans un geste d'unité et de promesse. La fille rappelle qu'ils sont une famille et qu'il ne doit pas porter ce fardeau seul. Roland reste sans voix, ému par la loyauté de la fille. Il convient alors que Felicia a aussi été arrachée à elle et que cette vengeance n'est pas seulement la sienne. Le lendemain, Solana est prête à partir, mais il demande comment ils vont trouver le vilain. Il explique que le roi démon apparaît de nulle part, sans territoire fixe, mais il se souvient que le vilain est apparu quand il a vaincu Melagdo, l'un des sbires. Solana comprend et dit qu'elle sait par où commencer. Elle mentionne qu'entre les récompenses récentes, il y en a une d'une valeur insensée. La récompense est pour les 7 esprits de Melagdo, et il y a une rumeur d'un fantôme dans le château. Alors, la fille suggère que, si c'est vrai, cela doit être leur première cible. Et ainsi, ils partent, totalement concentrés sur la chasse aux fantômes de Melagdo. Alors qu'ils voyagent vers le nord, traversant le désert en direction du château, il cache son visage et attache son bras en prenant des routes moins fréquentées. Solana observe en silence, pensive, puis elle dit que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas voyagé ensemble. C'est fou, notre protagoniste a lâché la vérité. Cela fait 2 ans qu'ils ne se sont pas rejoints. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas emmener la fille dans des missions folles qui se terminaient toujours mal, mais la fille est restée ferme et a dit qu'elle est en colère aujourd'hui, plus forte, et qu'ensemble ils ne craignent personne. Roland se rappelle que même avec son épée, il n'a pas même égratigné l'ongle du roi démon, alors il a lâché. Si on avait les 3 ensemble, y compris Felicia, la situation aurait été différente. Il se rappela de la promesse de l'ange et crut qu'il y avait un moyen de ramener Felicia. Solana, avec un sourire malicieux, acquiesça que la pensée positive était la voie à suivre et qu'ils allaient se battre ensemble. Il sentit que la fille l'élevait et fut touchée, tout comme Felicia l'avait fait dans le passé. La fille essaie d'être forte pour lui. Notre héros sourit et admit qu'il était important de penser à des bonnes vibrations. Solana, radieuse comme un soleil, vit qu'elle avait réussi à élever son moral. Le gars lui était
reconnaissant de l'avoir à ses côtés dans ces situations compliquées, et jura qu'il se battrait avec son nouveau bras, protégeant Solana à tout prix. Après un moment de longue marche, ils arrivèrent au château fou de Maladgo. Solana tapota. « Je suis déjà venu ici quand j'ai vaincu l'officier, mais est-ce que quelque chose a changé ?» Il répondit que rien n'avait changé et que l'endroit restait sombre et menaçant comme toujours. Et pire, le feu sur le trône était tiède, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Le protagoniste comprit que Maladgo était encore en vie et se cachait quelque part. Il avertit Solana de rester vigilant. Tout à coup, une voix déclara que Lord Maladgo n'était pas chez lui et un garçon démon apparut, se présentant comme Chronos, le gardien des lieux. Chronos reconnut vite le gars et demanda comment il avait survécu, riant en cita, entendant que le roi démon avait eu raison de Hollande. Notre protagoniste lança un coup de pied, mais Chronos esquiva légèrement et s'énerva de ne pas avoir terminé son discours. Ensuite, le démon tenta d'attaquer Solana sournoisement par derrière, mais le gars bloqua immédiatement. Solana resta stupéfaite, réalisant que la vitesse de Sky était supérieure à celle de Maladgo. Chronos était détendu, souriant, et commenta qu'il était content de voir le bras droit de Hollande, notant qu'il était féminin. Le démon commença à rire, disant qu'il devait en parler au roi démon. Quand il pensa qu'un démon allait répondre à ses questions, il déclara qu'il ne répondrait qu'à une seule. Il révéla que Maladgo était allé à Vilocuna, où les survivants essayaient de se relever. Roland et Solana pleurèrent dans un coin en découvrant qu'ils prévoyaient de détruire tout à nouveau. Chronos provoqua, disant qu'il ne les retiendrait pas, et le protagoniste réfléchissait là, mais Solana lui donna l'élan pour qu'ils aillent au village. Il décida qu'il ne pouvait pas abandonner les survivants. Il a dit qu'il ne laisserait pas passer l'atrocité. Chronos s'est moqué de la menace, en plaisantant, mais a clairement indiqué qu'il ne répandrait rien parce que la situation devenait intéressante. Pendant ce temps, là-bas à la Vicuña, la bataille faisait rage, avec la maison en feu et un survivant hurlant de douleur, retenu par un monstre. Ce monstre était Malago, qui demandait à l'homme où se trouvait le corps de notre protagoniste. Il se vantait que diriger une zone était le plus grand honneur, se remémorant sa défaite et l'humiliation qu'il avait ressentie. Malago ne pouvait pas accepter d'être le premier à être vaincu par un humain quelconque. Alors, hurlant, il jura qu'il allait tout recommencer pour gagner. Il a dit qu'il était revenu de l'enfer et qu'il allait traîner Roland avec lui. Le figurant demande alors si Roland n'a pas été transformé en monstre par les démons. Malago est surpris d'apprendre que notre protagoniste est devenu une abomination. Il dit que cette histoire ne correspond pas à ce que le roi démon lui avait dit. L'homme est terrifié en réalisant que le démon n'était pas au courant de la transformation. Le général exige alors que le survivant lui raconte tous les détails de ce qui s'est passé. Avant que l'homme puisse dire quoi que ce soit, Malago a remarqué une nouvelle présence et a ordonné qu'il se taise. Notre héros s'exclame surpris de voir Malago vivant devant lui. Malago rétorque à la provocation, disant que c'était son discours et se moque de la situation. Il dit que c'est parfait, car cela l'exempte du travail de recherche du corps de notre protagoniste. Malago crie qu'il veut se battre à mort une fois de plus avec notre héros, mais notre protagoniste dit que la conclusion du général était une grande erreur. Alors le vilain a remarqué que le duel était semé d'obstacles. Solana, tout empoulée, crie qu'elle ne va pas suivre ses caprices et qu'elle va aussi mettre la main à la pâte. Avec son bras démoniaque, elle essaie d'empêcher la fille de s'impliquer dans le combat. Alors, Malago décide d'invoquer des soldats de feu directement du sol pour attaquer le village. Il lâche que les soldats de flammes vont brûler tout le monde vivant et que si la fille essaye de sauver quelqu'un, il ne s'arrêtera pas. Solana est furieuse de sa logique et l'appelle démon. Le général dit que ce qu'il veut vraiment, c'est un duel juste, sans chichi. Selena, alors, décide qu'elle va arrêter les soldats et fait confiance à son frère pour se battre. Notre protagoniste accepte et lui demande de protéger le village pendant qu'il part au combat. Il essaie de la rassurer, disant qu'il a déjà battu le Malago auparavant et qu'il ne va pas perdre à nouveau. Sur ce, la jeune fille court pour sauver tout le monde, croyant au héros. Le Malago, tout excité, se prépare à réécrire la fin du dernier combat. Il remarque le bras démoniaque de notre garçon et rit en disant que les choses ont changé. Le vilain demande à propos de l'épée qu'il a vaincue et qu'il prévoyait de briser, mais Hollande lui dit de couper la conversation et de venir se battre. Le général, comme toujours, dit que le type est ennuyeux de ne pas vouloir échanger quelques mots avant la lutte. Sans plus de cérémonie, le méchant s'élance. Dans ses pensées, le héros admet qu'il n'a donné cette idée que pour calmer Selena. Il se rend compte qu'il est en désavantage, sans son épée et avec le pouvoir de l'ennemi à son maximum. La balance a complètement changé et le combat va être beaucoup plus difficile, mais malgré tout, il ne va pas fléchir dans cette bataille à nouveau. Il décide de traiter le bras démoniaque comme s'il s'agissait de son ancienne épée. Alors, il essaie d'esquiver le coup du général au lieu de se heurter à lui. Notre héros s'en sort très bien et esquive avec une
une agilité insane. Bien qu'il n'ait pas d'épée, ses instincts de guerre sont aiguisés comme toujours. Mais le général crie qu'il est très faible et porte un coup puissant. L'impact projette notre garçon loin, mais il se remet sur pied, sans aucune hésitation. Il réalise que la portée d'un bras est presque nulle comparée à une épée. Le général a calculé la manœuvre et a vu comment il esquive. Là, le Malago décide d'utiliser une attaque encore plus brutale pour en finir avec lui. Notre héros est malin, voyant le démon préparer son prochain mouvement. Le général lance alors son rugissement infernal, une immense boule de feu qui explose tout autour de notre protagoniste. Le garçon remarque que les flammes du démon sont plus puissantes qu'auparavant. Il sait que s'il prend encore un coup fort, c'est GG pour lui. Le général provoque notre héros, lui demandant ce qui se passe, mais le gars répond que peut-être ce qu'il a dit était faux. Avec un regard déterminé, il dit qu'il va prouver le contraire maintenant. Le général, alors, saute et essaie d'écraser notre protagoniste avec son énorme hache. Notre garçon comprend qu'il ne peut plus rester ainsi, et il doit utiliser son pouvoir. Il décide qu'il n'a pas d'autre choix que de libérer tout son pouvoir. Alors, il active sa compétence bras d'usurpation et saisit le bras du général. Malago est choqué de sentir son énergie drainée par notre héros. Il serre son bras démoniaque avec force pour aspirer toute l'énergie. Avec la force volée, il donne un coup brutal au général. L'impact projette le vilain au loin, créant un nuage de poussière, mais il réalise que cela n'a pas été aussi efficace. Malago est irrité d'avoir son pouvoir volé, mais cela ne suffit pas. Le général regrette que leur revanche se soit terminée en une comédie. Notre protagoniste voit son bras se transformer en pierre après avoir absorbé le pouvoir. Malago l'appelle grotesque et demande ce qu'il pense faire. Notre héros, tout furieux, dit qu'il n'a pas le droit de se moquer de son bras. Le général est dans le doute et demande ce qu'il veut dire par là. Soudain, Malago se met à rire et dit qu'il a enfin compris la situation. Il réalise que le bras appartient à l'amour du héros qui s'est transformé en monstre. Le protagoniste se souvient de Felicia et s'excuse d'être devenu un héros. Le général l'appelle sentimental et menace de demander de l'aide au roi démon pour Selina. Le protagoniste se rend compte que ce pouvoir qu'il a accumulé n'est toujours pas suffisant pour affronter le fou du général. Il crie avec force qu'il ne laissera pas ce type gagner encore et lui ordonne de disparaître. À ce moment-là, Malago, sans hésiter, lâche son rugissement infernal, cette fois avec tout son pouvoir. Mais notre héros, dans le désespoir, crie pour son bras, volant l'énergie de son attaque. Ainsi, il avance vers l'explosion de feu, déterminé à tout absorber. Le village, déjà en flammes, est encore plus détruit, ressemblant à un véritable apocalypse, avec le feu consommant tout autour. Le général démon était là, tranquille, riant de la destruction, et à ce moment-là, notre protagoniste apparaît avec le bras en feu, disant qu'il va absorber tout ce pouvoir. Il explique qu'il a maintenant le feu dans le bras, retiré du propre général. Malago, impressionné, voit que le type a même réussi à voler sa flamme, mais le général n'est pas heureux. Au contraire, il regarde le protagoniste avec une bravoure intense. Mais écoute, Roland n'a pas réussi à tout attraper et il est tout blessé. Le héros répond que ce n'est qu'un petit coup et qu'il ne va pas abandonner comme ça. Le général, sortant sa hache de sa poche, se prépare à faire taire le protagoniste qui admet qu'il n'est pas du tout léger, mais qu'il va y aller de toute façon. Il s'arme alors d'une contre-attaque, utilisant le double de la puissance du feu qu'il a récupéré, et ils s'avancent l'un contre l'autre dans un choc titanesque. L'impact fait une fissure dans le sol et Malago, sans y croire, voit sa hache se briser sous le pouvoir de notre bravoure. Il demande ce qui se passe et notre héros se vante, disant qu'il utilise les flammes pour augmenter sa force et sa vitesse. Mais le général, tranquille, ne se laisse pas abattre et dit qu'il ne faut pas s'enflammer juste parce qu'il a récupéré sa flamme. Et là, Malago commence à libérer tout son pouvoir de feu comme une explosion. Il avertit déjà que le pouvoir du héros n'est même pas comparable au sien, s'enveloppant de flammes et montrant à tous le pouvoir qu'il possède. Il charge sur le protagoniste, tel une boule de feu, en criant que le héros est arrivé trop tôt pour ce duel. Notre Benet, alors, se prépare à l'affrontement des pouvoirs, qui va être une explosion mémorable. Solana, qui tabassait les soldats de feu, s'arrête et observe avec inquiétude le conflit entre les deux géants. Le choc génère une onde d'énergie qui se propage dans tout le village et les deux se font face dans un échange fou de coups de feu et d'énergie bleue. Malago crie que cette lutte va encore accentuer son pouvoir et notre héros ressent toute la pression du feu. Il sait qu'il ne pourra pas supporter ces flammes très longtemps, mais ce n'est pas le genre à abandonner. Le protagoniste réalise que justement ce pouvoir est ce dont il a besoin. Le général est furieux de voir que le héros absorbe encore plus sa flamme. Furieux, il décide d'augmenter son pouvoir de feu et de crier. Tous deux hurlant et libèrent toute leur force dans un affrontement final épique. Le général se transforme en bête de feu pour attaquer le héros et avance pour l'incinérer d'un coup. Mais le héros avait déjà averti qu'il allait voler tout le pouvoir et parvient à absorber la flamme du général dans son bras. Lui, ahuri, crie que c'est impossible. Alors, notre héros porte un coup final avec tout le pouvoir qu'il vient de voler
Le général est contrarié de se rendre compte que sa propre flamme est utilisée contre lui. Ainsi, son corps commence à se désintégrer sans qu'il puisse rien faire. Notre héros regarde son bras et ressent l'immense pouvoir qu'il possède désormais. Il sait qu'il ne pourra pas utiliser ce même pouvoir comme coup final, mais qu'il peut utiliser la flamme plusieurs fois. Ainsi, il comprend qu'il peut vaincre les officiers et voler leur pouvoir pour lui-même. Il demande alors à Felicia de lui prêter sa force jusqu'à ce qu'il puisse se venger. À ce moment-là, Selena l'appelle et il se retourne pour voir la fille s'approcher. Elle dit qu'elle a vaincu la plupart des démons et que les restes ont brûlé jusqu'au sol. La fille demande alors, inquiète, si notre héros va bien. Il la rassure en disant qu'il n'y a rien et qu'il va bien, malgré tout. Ensuite, Selena se montre réaliste et suggère « Partons d'ici rapidement, avant que ceux qui nettoient arrivent ». Elle a peur qu'ils attaquent le gars en pensant qu'il est un démon aussi. Elle réalise que son désir de vengeance le rend inconscient et qu'elle doit l'aider. Elle l'organise et ils commencent à marcher, laissant le village détruit derrière eux. Les survivants qu'il a sauvés se tiennent là, regardant en silence. Ils voient Roland et la jeune fille s'éloigner au milieu du chaos. Un des hommes crie « Roland, tu n'es pas devenu un monstre, n'est-ce pas ?» Le protagoniste s'arrête, ne sachant que dire, incertain. L'homme dit qu'il pensait qu'il s'était transformé en monstre comme les autres, mais affirme tout de même que Roland est encore humain. Roland demande s'il peut vraiment dire qu'il n'est pas un monstre. Il se souvient de toutes les bagarres et du pouvoir démoniaque qu'il possède maintenant. Avant qu'il puisse répondre, Selena interrompt et déclare « Bien sûr qu'il est humain !» Elle crie aux gens qu'il est le même grand frère qu'avant. La fille dit qu'il a affronté le miraculeux et sauvé tout le monde, qu'il est comme un héros. Selena termine son discours en l'appelant le plus grand héros que le village ait jamais connu. Roland est tout ému et appelle la fille par son nom. Un survivant acquiesce, disant que Roland est humain et une fierté, le remerciant d'avoir sauvé tous et d'avoir toujours pris soin des gens. Les autres habitants viennent également, remerciant et montrant leur soutien. Un des hommes dit qu'il va avertir l'équipe de suppression que la rumeur était fausse. Roland remercie même, mais demande déjà « Ne fais pas ça, vieux », car le malentendu est certain. Il explique qu'une fois que le doute apparaît, il est difficile de s'en débarrasser. Les gens comprennent que, même si c'est une rumeur, cela pourrait leur causer des ennuis. Un des gars dit que si tout le royaume pense que Roland est un monstre, mais Roland calme les esprits et demande à ce qu'il s'occupe du village pendant qu'il est absent. L'homme acquiesce avec un air sérieux et dit qu'il va tout gérer. Ainsi, les deux se préparent à continuer leur quête de vengeance et de rédemption. Un des survivants demande à attendre et se propose de soigner les blessures. Il dit qu'ils vont revenir au village. Alors, il se passe quelque chose. Soudain, les restes du corps de Melago commencent à briller d'une énergie violette. Une fumée violette enveloppe les deux et une voix résonne. La connexion a été établie. Notre protagoniste se retourne surpris et voit la figure spectrale du démon Chronos. Chronos apparaît comme une projection et dit qu'il ne peut parler que comme ça, dans un style terrifiant. Le héros réalise qu'il peut l'entendre, mais ne ressent pas sa présence. Le démon commente que Melago a été vaincu à nouveau par le protagoniste. Il explique que la nécromancie n'agit qu'une fois et, mec, le général est foutu. Par curiosité, notre héros demande qui il est et s'il n'est pas l'un des subordonnés de Melago. Chronos révèle qu'il s'est présenté parce qu'il a été nommé par le roi démon. Avec un sourire maléfique, il lâche qu'il est le nouvel officier à la place de Melago. Ainsi, une nouvelle menace apparaît devant notre héros, compliquant son voyage. Roland est choqué d'apprendre que le type est un nouvel officier de l'armée démoniaque. Chronos se présente comme le haut nécromancien successeur de Melago. Il dit qu'il connaît le désir de vengeance de notre protagoniste, mais le roi démon s'en moque. Chronos donne encore l'impression que ce serait dommage que tous les efforts du gars soient en vain. Notre garçon demande ce qu'il veut, et le démon dit qu'il aime le désespoir humain. Il s'approche et mentionne que quelqu'un comme notre protagoniste est un véritable délice. Chronos ajoute que cela serait un gâchis de mettre fin au héros si rapidement. Avec un petit sourire maléfique, il provoque en disant qu'il a hâte de voir ce qui se passe quand il perdra Selena. La fille ne tremble pas et crie qu'elle va se battre et le faire regretter de l'avoir sous-estimé. Le démon rit et dit que sans espoir, le désespoir ne surgit pas. Les invitant à tout donner lors de la prochaine Chronos, puis il se despedit et sa projection disparaît comme de la fumée, laissant les deux derrière lui. Solana commente qu'il a disparu et que regarder ici serait inutile. Maintenant, notre héros comprend que Melago a été ressuscité par lui et qu'il y a maintenant un nouvel officier. Il réalise que si à chaque défaite, un nouvel officier apparaît, le combat n'aura jamais de fin. Donc, la seule façon de mettre un terme à cette histoire avec les démons est de tous les éliminer d'un seul coup, tu vois. Soudain, Solana devient enthousiaste et dit que s'il y a de la magie de résurrection, qui sait, peut-être peuvent-ils ramener sa sœur, Felicia, à la vie. Notre protagoniste est abasourdi par cette idée au milieu du chaos, mais il sourit bientôt et commente que c'est typique d'elle d'être optimiste. Il est partant, il est d'accord avec l'objectif et dit qu'il est temps d'aller de l'avant. Mais bien sûr, il doit d'abord s'occuper de ses blessures pour être prêt au combat. Avec un sourire malicieux, Solana lui dit qu'après cela, elle va l'entraîner personnellement. Elle se considère plus expérimentée en arts martiaux, montrant sa confiance dans le regard. La fille assure qu'elle va renforcer le gars plus tard,
noir, et là, le protagoniste a ce rêve étrange dans une salle blanche et vide. La silhouette de Félicia apparaît et il est presque fou de joie de la voir là à nouveau. Elle arrive toute souriante, avec une aura dorée autour d'elle. Il se sent mal de ne pas pouvoir lui parler ou la toucher et désire la liberté. Dans le rêve, il se demande si Félicia ne s'ennuie pas là-bas aussi. Félicia ne fait que sourire, calme et compréhensive, toujours belle. Les deux se regardent dans l'ambiance et soudain, il remarque une flamme qui ressemble à ce pouvoir de Mélago qu'il a absorbé. Il demande s'il ne fait pas chaud, mais la flamme est douce, tranquille. La fille s'approche alors avec un sourire doux, lui donne un baiser chaleureux et disparaît. Notre héros reste abasourdi, heureux du geste affectueux de son aimée, ferme les yeux en sentant la chaleur et l'amour qu'elle a laissé. Revenant au monde réel, il se réveille en voyant Solana s'occuper de lui. Elle lui envoie d'un sourire et dit qu'elle a préparé une soupe pour lui. Solana l'informe qu'après le petit déjeuner, ils commenceront l'entraînement du jour. Le gars regarde la flamme dans sa main et pense qu'il est bon de continuer comme ça. La fille dit qu'ils vont reprendre cet entraînement sinistre d'hier. Elle aborde le sujet de sa faiblesse au positionnement. Il admet qu'il ne gère toujours pas bien le contrôle du poids et de l'espace. Il se rappelle que lors du combat contre le miracle, il a perdu une chance à cause de cela. Solana lui recommande d'essayer de faire ce qu'elle lui a enseigné auparavant. Le fou acquiesce et se prépare à montrer ce qu'il a appris. Il se positionne alors et commence à bouger avec une agilité incroyable. Ses mouvements sont rapides et précis, soulevant de la poussière et des feuilles. C'est tellement rapide que les oiseaux s'envolent, effrayés. Il se lance dans un coup de poing dans l'air qui frôle le visage de Selina. La fille est stupéfaite par la vitesse et la puissance du coup. Elle crie en demandant pourquoi il n'a pas fait ça lors de l'entraînement. Avec des étoiles dans les yeux, elle se demande s'il est un spécialiste des arts martiaux, mais le héros dit qu'il en est loin, qu'il n'a eu le temps que de pratiquer. Il explique qu'il a passé toute la nuit de garde et a répété le mouvement. Solana est impressionnée par sa dédication et l'appelle imprudent. Le gars est un peu gêné par le compliment, mais l'accepte. Elle esquisse alors un sourire et lui demande d'essayer le mouvement inverse. Solana lui enseigne à contrôler la zone autour de lui et à ne pas laisser d'espace. Elle est préoccupée parce qu'elle sait qu'il est téméraire en combat. Elle dit qu'il peut lutter contre plusieurs en même temps en utilisant cette technique. Le protagoniste promet de cesser de l'utiliser. Il explique que, même en essayant, il ne parvient pas à reproduire sa vitesse. Solana se sent un peu gênée par le compliment. Il révèle alors une idée, utiliser les propres caractéristiques contre les rivaux. Le fou se souvient que, lorsqu'il a vaincu le miracle, il a eu une demande de soumission pour ses monstres. Ensuite, il coupe sa main et laisse le sang s'écouler sur une pierre pour les attirer. Il assure qu'il protégera la Sepharana pendant le plan. Sur ce, il lance la pierre ensanglantée dans la forêt pour appeler les bêtes. L'odeur du sang infeste la forêt et attire bientôt l'attention de quelque chose. Mec, sérieusement, des yeux rouges commencent à briller dans l'obscurité de la forêt. Totalement bizarre, un tigre de chien de l'enfer apparaît, suivant la trace de sang comme un radar. Tu vois, la pauvre Solana a failli sombrer. Voyant une foule de monstres approcher, le fou pensa que la clé pour gagner était de savoir si la technique fonctionnait vraiment. Genre, il devint sacrément malin. Il se prépara pour un duel insensé, un contre de nombreux, contre les chiens du conflit. Pendant ce temps, deux enfants perdus et effrayés erraient dans la forêt, appelant à l'aide. Une fille commenta que d'être là était létal, et tout à coup, l'autre enfant révéla qu'il était le Chronos déguisé. Le Chronos, avec le sourire de celui qui prépare quelque chose, avertit qu'elle ne devait pas être entraînée dans le combat du héros. Retournant à sa cabane, notre héros se prépara à frapper pour de vrai. Il comprit que les chiens attaquent en groupe et sont bien organisés, alors il leur cria de venir. Un des chiens, furieux, avec des dents qui coupent de plus qu'un couteau, se lança avec toute sa force, prêt à attaquer. Notre gars s'arma pour riposter. Le monstre sauta sur lui avec son bras démoniaque. La bête le prit facilement dans les airs, genre c'était trop facile. La Solana cria que les autres venaient aussi par derrière. Une bagarre qui commençait à devenir réelle, il réalisait que les monstres n'étaient pas là pour jouer et attaquèrent de manière très coordonnée. Il se souvint de Solana parlant de tactique d'attaque et de fuite, mais il décida de devenir fou et de se battre de front. Avec un cri de guerre insensé, il commença à porter des coups avec toute sa force. Il frappa l'un des chiens avec un coup qui était tout simplement absurde. Grâce à cela, il vola l'énergie de la bête vaincue pour frapper encore plus fort les suivants. Il clama qu'il siphonnerait la force de tout le monde, même si cela lui coûtait la vie. Le gars ne reculerait pas avant d'obtenir sa revanche. Solana était impressionnée, disant qu'elle commençait à trouver sa propre façon de se battre. Et ainsi, il continua à distribuer des coups avec compétence et précision. Après la bataille, la bête regarda autour d'elle et aperçut déjà une nouvelle vague de monstres arrivant. Ces nouveaux chiens infernaux étaient encore plus grands et plus féroces, tu vois. Il affirma alors qu'il s'était déjà suffisamment entraîné et affronta la meute. Tout à coup, il sentit une présence et entra en mode alerte totale. Il réalisa que le leader de la meute utilisait ses chiens comme appât pour s'échapper. Bizarre. Avec un cri de guerre épique, il avança avec le bras enveloppé de flammes et d'énergie bleue. Pendant ce temps, le Chronos était là avec la fille perdue dans la forêt. La fille voulait rentrer chez elle,
et il demanda s'il connaissait le chemin, pointant vers une direction en disant que c'était sûr, mais tout n'était qu'un piège. Il lâcha qu'un chien infernal allait attaquer et que, si elle voulait blâmer quelqu'un, ce serait Holland, et puis, salut fille, il disparut et la laissa seule. Pure trahison, la fille, sans rien comprendre et pleine de peur, supplia de ne pas la laisser derrière. Elle commença à pleurer de peur face au son de la forêt. Soudain, elle sentit une présence menaçante s'approcher et gela de peur, avec des larmes coulant sur son visage. La fille cria qu'elle ne voulait pas mourir, mais avant que la bête n'attaque, notre héros arriva et tua le chien d'un coup puissant. Avec l'éclair rouge, notre guerrier abattit le monstre et protégea la petite fille. Il la tint fermement, pensant à quel point une enfant était seule, dans un endroit si insensé. La fille leva les yeux, effrayée, voyant son bras démoniaque, et resta en état de choc. Il sentit le poids de la responsabilité, sachant que ses actions avaient attiré les monstres. Alors il s'approcha, demanda à la fille de fermer les yeux et couvrit son petit visage. « Ça va, file !» Il s'élança en portant la fille pendant que les chiens infernaux attaquaient, et tandis qu'il fuyait, un autre monstre apparaissait derrière. Mais il devait protéger l'enfant. Il bloqua l'attaque, sachant que rester en défense ne ferait que siphonner sa force. La meute se jetait sur lui et il essayait de défendre tout le monde. Maintenant, il était en colère. Tout à coup, Solana se jeta dans la bagarre avec un coup de pied fou, avertissant qu'elle pouvait compter sur elle. Il resta en choc, un peu soulagé, appelant le nom de sa partenaire tandis qu'elle rejoignait la mêlée. Elle s'excusa d'avoir tardé et se concentra rapidement sur l'enfant, inquiète pour son bien-être. Il expliqua qu'il avait trouvé la fille en train d'être attaquée et la petite fille, en larmes, se présenta comme Lily. Solana fit un pouce en l'air, disant que c'était un bon signe que la petite fille puisse parler. Il remit calmement Lily à Solana, lui demandant de garder la petite éloignée du combat. Une fois la fille hors de danger, il se retourna pour affronter la meute de chiens infernaux qui entourait la zone. Pendant ce temps, Solana serrait Lily contre elle, curieuse de savoir si la fille avait été blessée. Lui, semblant un peu perdu, se grattait la tête et demandait à nouveau quel était le nom de la fille. Son partenaire, lui, demandait déjà pourquoi Lily était seule dans un endroit aussi sinistre de la forêt. La fille baisse la tête, triste, et raconte qu'elle était avec un garçon qui a disparu. Elle dit que le garçon a dit qu'il l'emmènerait chez elle, mais il a disparu après l'avoir amené à un endroit. Le héros comprend qu'elle a probablement été attirée par un démon qui est toujours à sa recherche. Solana demande à Lily si elle se souvient du chemin exact qu'elle a pris, et la fille confirme fermement. Il pointe un chemin dans la forêt, disant que sa maison, le village Carrick, est là. Le jeune observe le village, voyant la vue du hameau paisible au loin. Il réalise que le village est bien éloigné de la ville, idéal pour ne pas être retrouvé. Il se tourne alors vers Lily, montrant son bras démoniaque et lui demandant si elle peut garder ce petit secret. La petite fille, sans hésiter, demande pourquoi, le surprenant en disant qu'elle trouve son bras très cool. Ses yeux brillent pendant qu'elle explique que le bras est cool parce que c'est lui qui l'a sauvé. Il se couvre le visage, gêné d'avoir été vu se battre, même en lui demandant auparavant de fermer les yeux. Solana dit qu'elle est aussi contente qu'il était là et que son bras est vraiment cool pour elle. Il se penche légèrement et se demande si quelque chose d'aussi monstrueux peut vraiment être considéré comme cool. La petite fille lui offre seulement un sourire chaleureux et apaisant, comme si elle disait vraiment la vérité. Il regarde sa propre main et, à contre-cœur, accepte qu'elle a peut-être raison. Le groupe arrive à l'entrée du village Carrick, qui est bien calme et tranquille. Il traverse le petit marché, remarquant qu'il n'y a que des villageois plus âgés et quelques jeunes filles avec leurs tâches. Maintenant, avec la capuche, il réalise que l'absence de jeunes rend la reconnaissance plus difficile. Lily pointe une jolie maison sur le chemin, en alertant que c'est sa maison, tout en appelant sa mère. Une femme apparaît à la porte, accueillant Lily et s'interrogeant sur les étrangers avec elle. Lily, très enthousiaste, explique que ses nouveaux amis l'ont sauvée d'un monstre. La mère l'embrasse, demandant si tout va bien pour elle. La fille dit qu'elle est tranquille parce qu'ils l'ont protégée. Lily explique que, sans eux, elle serait en difficulté, laissant la mère sous le choc et se sentant coupable. La fille baisse la tête et s'excuse. La femme enlève sa fille dans une étreinte chaleureuse, disant qu'il comprend et qu'il est juste heureux qu'elle soit saine et sauve. La porte, le héros et Solana observent la scène chargée d'émotions. La mère de Lily se tourne vers eux, s'excusant et remerciant, puis demande leur nom. Solana se présente avec joie en tant qu'artiste martial. Lorsque l'opportunité se présente, le héros donne rapidement son faux nom. Laura, la femme, trouve le nom un peu différent et il s'excuse en disant qu'il sonne plus féminin. Elle ignore cela et insiste pour les inviter à manger comme forme de remerciement, même s'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Se tournant vers sa fille, elle appelle Lily pour l'aider dans la cuisine et la petite acquiesce avec joie. Tout étant réglé, la mère invite chaleureusement les deux voyageurs à entrer chez elle. À l'intérieur, il chuchote à Solana qu'elle n'avait
pas besoin de réutiliser son faux nom. Il se rappelle avoir prétendu être son frère aîné plus tôt, un souvenir lié à ce même nom. Changeant de sujet, il lui demande si elle a remarqué l'absence d'hommes dans le village, et elle confirme. Il soupçonne qu'un démon prépare quelque chose dans les environs, s'en prenant aux hommes du coin. Il décide qu'ils vont rester un moment pour affronter le démon et profiter pour se renforcer. Solana est d'accord pour dire qu'ils doivent développer de nouveaux styles de combat et compétences. Au sujet de son bras, il mentionne que ramener la paix dans le monde est un rêve que nous partageons tous. Et elle acquiesce. Et juste à ce moment-là, Lily apparaît en espionnant par la porte, curieuse de savoir s'ils vont entrer. Le fou est déjà arrivé en affirmant qu'ils étaient prêts, et les trois entrèrent dans la maison de la fillette. De l'extérieur, le village semblait d'un calme total. Seul le personnel le plus âgé était là, comme un grand-père se reposant avec son bâton. À l'intérieur, ils s'installèrent à la table en bois, savourant un plat chaud avec Lily et sa mère. Lily, toute fière, voulait savoir si la nourriture était bonne et a même montré qu'elle avait coupé les gros légumes. Après avoir goûté, Solana n'a pas manqué de faire des éloges à la petite, mais la mère s'est rapidement excusée pour le plat simple. Son camarade a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser, assurant que le ragoût était un spectacle. La femme souriait, mais avec un air triste, elle révéla qu'elle se battait depuis que son mari était mort il y a 5 ans. Le héros a tiré sa capuche en arrière avec ce regard sérieux et a demandé si la faute revenait aux démons. Elle a confirmé, racontant que les démons vivaient dans les ruines. Près du village, il y a des années, la femme a continué à dire que son mari était l'une des victimes et que Lily était trop petite pour se souvenir de lui. Solana a demandé pourquoi elle ne s'en allait pas simplement, et sa mère a répondu qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a expliqué que le chef du village avait demandé de l'aide à la guilde, mais avait été ignoré. Le jeune homme a réalisé que cela était assez courant. Les demandes d'aide des petits villages sont toujours oubliées. Sa mère, la force dans son tablier, se sentait incapable de se plaindre, pensant que d'autres régions pouvaient être pires. Il lui a lancé un regard ferme, lui disant qu'elle ne devrait pas penser ainsi. Ces mots ont surpris Solana et la femme. Il a continué en affirmant que la souffrance des autres ne justifie pas de la laisser, elle et le village, dans la misère. La femme l'a regardé dans les yeux, les larmes aux yeux, et l'a appelé par son vrai nom, Rowan. Il a demandé à ce qu'il les emmène aux ruines, promettant qu'il s'occuperait du problème. Elle a semblé hésiter avant de compléter à Lily, la défendant, affirmant avec fierté que son frère aîné était fort. La petite fille s'est rapidement couverte la bouche, et la mère a souri, disant que ce n'était rien. Le héros l'a rassuré, garantissant que bien qu'ils ne paraissent pas, ils étaient tout à fait capables. Plus tard, sur une colline, en réfléchissant, ils se sont rendus compte que les gens s'étaient déjà habitués à la présence des démons. Ils croyaient que personne ne devrait passer par là, et donc, ils se battraient. En arrivant aux ruines, ils ont confirmé que c'était l'endroit et que les démons devaient être à l'intérieur. Arrêtés devant l'entrée d'une caverne sombre, ils ont réalisé que l'endroit était dangereux à cause des pièges. Le jeune homme a convenu que c'était une règle d'or de ne pas entrer sans raison sur le territoire ennemi. Il a alors dit qu'il avait un tour et a demandé à Solana de lui prêter un peu de poudre à canon. Bien qu'elle soit rusée, la partenaire utilisait également des outils magiques comme la poudre à canon pour obtenir ce coup de pouce. Une de ses armes les plus cool était une paire de gants avec magie explosive. Il s'est préparé et, avec son habileté combinée aux flammes de Meladgo, a créé une grande énergie. Il a averti Solana qu'il allait utiliser ce pouvoir et qu'il était déjà prêt pour une action lourde. Il a lancé la poudre à canon turbo, envoyant une onde d'énergie rouge et bleue directement dans la caverne. L'entrée des ruines a explosé avec un éclat incroyable, faisant trembler la terre. Il a envoyé que la meilleure façon de se débarrasser du nid était de l'exterminer rapidement. Solana était inquiète pour la valeur historique, mais il insistait sur le fait que les vivants passent d'abord, l'entrée étant purement des décombres. Maintenant, il a déclaré que le véritable combat ne faisait que commencer. Soudain, le sol a gémi et la structure des ruines a commencé à s'effondrer. Il murmura d'un ton irrité alors qu'ils étaient forcés de reculer avec la caverne s'écroulant pendant que la poussière se déposait. Une figure colossale de pierre émergea des décombres. De l'intérieur, un démon a réalisé que l'effondrement n'était pas accidentelle, mais plutôt une attaque. La créature, avec un monocle, grogna, consciente de la galère que cela représentait pour ses plans. Il donna un coup de poing, avec colère, frustré que quelqu'un ait l'audace de troubler son territoire. Le démon était en train de bouillir. Il avait déjà éliminé tous les humains ennuyeux du village, un par un. Le héros leva les yeux, fixant le golem, certain que c'était la bête qui avait tué le père de Lily. Il savait que les démons tramèrent des plans mirifiques pour désespérer l'humanité. Leurs sbires sont généralement des monstres sans vie, et celui-ci était différent. Les golems ne sont rien d'autre que de la terre animée, pas des êtres dont il peut drainer l'énergie. Le géant de pierre abattit son poing, visant à écraser le jeune guerrier d'un seul coup. Il retint le coup massif, luttant alors que le sol tremblait sous l'impact. Alors que la main démoniaque brillait, il réalisait qu'il ne pouvait pas aspirer le pouvoir d'une créature sans vie. Une goutte de sueur coulait sur son visage, réalisant que ce golem était un contrepoids étrange pour son bras. Là-haut, le démon regardait avec ennui, agacé de voir son servant contenu. Mais juste à ce moment-là, Solana s'écroula à travers le mur, donnant
donnant un coup de pied sur le côté du démon. Une goutte de sueur coulait du front du fou, réalisant que ce golem était plus bizarre qu'il ne l'avait imaginé. Pour soutenir son bras, là-haut, le démon observait tout avec un visage d'ennui, frustré de voir sa création retenue et incapable d'agir. Et là, soudainement, Solana brisa un mur d'un coup de pied, visant la tête du démon. La créature esquiva tranquillement, décidant de s'occuper d'abord de la fille, qu'il n'appréciait déjà pas, avant de revenir à ses divertissements. Il lui lança un regard intimidant, promettant de mettre fin à tout, cela rapidement. Pendant ce temps, la bagarre avec le gigantesque golem se poursuit, le héros et son pote esquivant les coups. Il réalise que, même si ce n'est pas un monstre d'élite, le golem est étonnamment bon au combat. Alors, le géant lève les bras et se prépare à appeler des renforts. La terre tremble lorsque l'armée de golems plus petits sort de terre pour rejoindre le combat. Il prévient Solana qu'il compte sur elle, réalisant que la situation est très similaire à la bataille précédente contre Melago. Elle répond qu'elle n'a jamais affronté un golem aussi colossal et qu'attaquer de front est très risqué. Le golem géant brandit les poings en rugissant qu'il va écraser les deux en même temps. La vitesse de son poing de pierre est monstrueuse, s'abattant vers le jeune guerrier. Il parvient à bloquer le coup avec son bras démoniaque, provoquant une onde de choc absurde. Pendant ce temps, un des golems plus petits lui assène un coup de poing sur le côté. Solana, rapide, saute et met fin à l'attaquant d'un seul coup de pied violent. Il lutte contre le poids, réalisant qu'il ne peut pas briser le poing sans utiliser son énergie volée. Son pote l'appelle, essayant d'attirer Lou pendant que les coups plus petits s'approchent. Elle crie qu'il n'utilise pas son poids correctement. Se remémorant la technique, il se souvient de la leçon, s'ancre fermement au sol et canalise la force à travers sa posture. Sur son bras démoniaque, une explosion rouge jaillit de sa main, détruisant complètement le poing colossal du golem. Il réalise qu'il peut gagner en utilisant la technique pour maximiser l'impact plutôt que de se fier uniquement à la force. Le bras du géant s'effondre, envoyant des morceaux de roche et de la poussière partout. Le héros constate qu'en utilisant cette méthode, même un adversaire qui ne peut pas drainer va subir des dégâts. Solana regarde, bouche bée, voyant son attaque désintégrer la pierre qui semblait indestructible. À sa grande surprise, un nouveau bras émerge de l'épaule blessée du golem. Le démon de sa cachette affiche un sourire satisfait, expliquant que la forme du golem peut changer et qu'il est maintenant humanoïde. Alors, le démon se révèle, se présentant comme l'archidémoniaque. Le golem se transforme et régénère un nouveau bras, désormais un énorme gourdin de la taille d'une maison. Le héros se rétracte avec ce nouveau bras, réalisant que sa régénération est d'une rapidité absurde. Il esquive un autre coup puissant, échappant de justesse à l'attaque implacable du golem. Il serre les dents, atterré par la régénération rapide de la bête. Le golem lève ses armes nouvellement fabriquées, un maillet couvert de pics et une perceuse acérée qu'il est clairement dangereux de sous-estimer. Il se rappelle que la seule façon d'arrêter un golem est de détruire son noyau, mais ce gringo a probablement plusieurs de ses noyaux. Avec un regard déterminé, il sait que la seule issue est de trouver et de faire sauter chaque noyau. À cet instant, sa partenaire crie pour lui dire de changer de position. Il se retourne, curieux de voir son plan. Elle saute haut, utilisant le corps du golem comme tremplin pour prendre de la hauteur. Elle explique que, comme il est concentré à chasser les noyaux, sa vitesse est parfaite pour la mission. Avec une habileté incroyable, elle zigzague sur le corps du golem, courant sur son bras en direction de la tête. Le maître des marionnettes observe de loin, murmurant de rage face à l'insistance de la fille. En courant, le golem essaie de la faire tomber, mais elle esquive avec agilité. Elle effectue une acrobatie dans les airs, évitant le coup tandis que des pierres volent autour d'elle. Malgré la résistance du golem, elle a un plan pour trouver les points faibles sans détruire inutilement. Dans un coup précis, elle sent la vibration et parvient à localiser la position d'un noyau. Pendant ce temps, le jeune guerrier affronte les petits golems, déterminés à ne pas laisser sa partenaire en difficulté. Elle touche la poitrine et l'épaule du golem, trouvant deux autres noyaux et disant qu'elle va aider. Elle crie pour qu'il change maintenant, révélant les 3 noyaux qu'elle a découverts. Les yeux du démon s'élargissent de choc et de colère en réalisant que les intrus ont perçu la faiblesse de son golem. Louant son partenaire pour son travail, le héros avance avec une vitesse incroyable. Il saute haut, vole vers l'épaule du golem. Avec un point près et un coup de pied puissant, il brise la pierre et révèle le noyau caché. Il voit la gemme bleue brillante, son bras démoniaque émanant une énergie rouge, prêt à écraser tout. Le maître des marionnettes maudit depuis sa cachette, réalisant que sa création est à un pas de la destruction. Lorsque le premier noyau explose, le corps du golem s'effondre comme un château de cartes. Le démon, furieux, il envoie le bras du golem sur le jeune homme comme s'il allait écraser un coussin. Le gars descend sur le bras du monstre et, avec la main brillant, pousse tout à l'intérieur de la pierre. Sa main plonge dans la poitrine de la créature à la recherche du deuxième noyau et il ne le trouve pas. Il fait éclater le deuxième noyau et le golem se brisait encore plus. La pierre tremble avec une série d'explosions internes alors que les noyaux se fragmentent. Le poisson crie intérieurement, sachant qu'il ne reste qu'un seul noyau et qu'il ne va pas durer longtemps ainsi. Les parties restantes commencent à bouger et à se reformer, se préparant
préparant déjà à une réforme ambitieuse. Le dernier noyau brillant jaune devenant le cœur de la nouvelle forme, et tout le monde s'inquiète de ce qui va se passer ensuite. Le maître des marionnettes éclate d'un rire maléfique en révélant la nouvelle forme comme un bateau volant avec une commande malicieuse. Poisson, son nouveau golem ailé, commence à voler loin de l'ennui. Le démon, réalisant l'ambiance, pense à prendre la fuite, se demandant qui sont ses visiteurs indésirables. Il se contente d'harceler les faibles pour survivre, et cela suffit déjà. Alors qu'il lâche la ficelle du cerf-volant, une explosion de feu passe comme une fusée. Le maître des marionnettes sous-estime en disant que les attaques sont trop faibles, mais la jeune fille, pleine de malice, a un atout dans sa manche. À ce moment-là, elle pense à mettre ses gants magiques en jeu, avec tout ce qui lui reste pour une attaque finale. Avec un cri de guerre, elle libère toute sa puissance et se jette sur le démon en fuite. Les yeux du démon sont presque hors de leurs orbites, alors qu'un éclat de lumière brille comme un phare. L'explosion est brutale, projetant un choc puissant sur tout le champ de bataille. Après la bataille, il ne reste que des morceaux de roche brisés là où se trouvait le golem. Le démon est à terre, étendu, tandis que les deux héros échangent un regard victorieux. Le maître des marionnettes, terrifié, implore de ne pas être tué. Le héros, le saisissant par le col, demande si c'est lui qui a attiré la petite fille dans la forêt. Le démon, nerveux, nie et dit que sa façon de tuer est de s'amuser avec les hommes et de laisser les enfants dans le pire, expliquant qu'il aime voir le désastre des petits quand les gardiens s'en vont, pensant s'en être sortis. Il implore d'être libéré, mais cela ne fait qu'énerver encore plus le héros. Il se rend vite compte que si le démon ne ment pas, il y a plus de gens dans cette saleté. Oups. Le démon essaie d'invoquer un morceau du golem pour une attaque surprise, mais un fou qui marchande en criant s'avance juste pour se prendre un énorme coup de poing et être cloué au sol. Le jeune guerrier renvoie le démon loin, le finissant d'un coup. Ce qu'il reste du maître n'est qu'un monocle brisé, jeté entre les pierres. Le héros observe que, contrairement à d'autres démons, celui-là n'a même pas laissé de traces de pouvoir. Son partenaire l'appelle et il décide de retourner au village, du moins pour l'instant. En rentrant, le salon dit qu'il va les aider à faire le tour. L'ambiance est qu'il s'excuse pour l'incident avec Lily. Pendant que Massa se remet, Garo, le mari de Jairo, est en pleine course. Son ami suspecte que le démon est dans les environs. Lily, en fait, a des plans sinistres. Ils vont, même si elle grandit et éloigne les étrangers. La fille demande pourquoi il devrait rester. Lily se porte volontaire et le chef dit qu'il est temps de partir. Les gamins ont le cœur serré avec leur départ. Muller insiste, demandant si elle a vu quand tout s'est passé avec les invités. Lily acquiesce tristement et Salana lui donne une tape sur la tête. Pendant que l'enfant se prépare à partir, elle dit qu'il n'y a pas moyen d'empêcher cela, se sentant pressée. Samy dit au revoir avec le même regard de gratitude et d'amour, elle demande s'ils reviennent bientôt. Au fond, le jeune est d'accord, mais voit de la tristesse dans ses yeux et les choses se gâtent. Frustré parce que même en éliminant un démon, cela n'a pas apporté de paix au village, alors le groupe s'est arrêté avant, s'arrêtant dans une ville pour prendre plus de pilules d'or et recevoir la récompense. Vraiment mec, c'était toute une question de faire tourner les affaires. Franchement, ils étaient plus dans l'ambiance altruiste. L'affaire du plus grand Maze a eu lieu avec un soutien commercial du royaume Gringley, et au milieu de cela, dans une salle luxueuse, il y avait quelqu'un de l'apparence étrange, comme une chèvre en personne, qui ne disait rien, tenant une affiche de recherche. La bête semblait super détendue, comme si elle savait déjà ce qui se passait. Elle jeta un coup d'œil à l'affiche avec un petit sourire malicieux, tu sais. Ah, et Accelerado avait les yeux rivés sur la grande guilde. Ce que les autres ne savaient pas, c'est qu'il était une cible chaude, pouvant siphonner l'argent du maître des marionnettes. Il avait pensé que se rendre à Accelerado allait être un coup dur, car tout le monde voulait sa tête. Le gars avait déjà été en ville plusieurs fois et, théoriquement, quelqu'un pourrait le reconnaître. Tu imagines qu'une bagarre éclate avec tout ce monde? On ne peut pas éviter de blesser des innocents, tu vois. Sa compagne, un peu en train de réfléchir, se souvint que la récompense pour les démons mineurs était le genre de chose qui restait toujours dans les limbes. Elle s'appuya sur la table, admettant que sa transformation en monstre était une super nouvelle. Mais elle voulait savoir si tout était en ordre sur le plan des décisions. Elle insista sur le fait qu'elle avait besoin d'argent et de nouveaux approvisionnements, comme de la poudre à canon et des gants. Elle s'approcha et dit qu'Accelerado était le seul endroit qui offrait tout cela. Se penchant sur la table, elle lança ce regard déterminé, genre « Tu dois y aller ». Il s'arrêta pour réfléchir s'il ne s'agissait pas juste d'elle qui essayait de maintenir ses connexions pour ne pas l'isoler. Sentant qu'il ne pouvait pas refuser sa bonne volonté, il finit par accepter, dit « Allez, mais avec une condition. Pas question d'entrer dans la guilde, la ville appelée Alfred était la plus grande du royaume de Gringard, débordant de gens. Cet endroit était le centre de tout. Alice faisait du commerce de tout, fer, nourriture, médicaments, armes et même objets magiques. Quand l'argent et la marchandise se rejoignent, tu peux être sûr que les gens se présentent, faisant d'Alfred une fourmilière.
guerre. Grâce aux braves aventuriers et aux chevaliers, la ville tenait bon, même avec la peur des démons. Il savait que si le roi démon attaquait vraiment, les défenses de la ville seraient une promenade de santé. Avec la capuche sur la tête, il remarqua que la ville était aussi pleine que d'habitude, se démêlant parmi la foule en mouvement avec son ami. Il savait que tout irait bien tant qu'il ne faisait pas de vagues. Sa partenaire lui rappela le principe de base, ils avaient besoin d'argent pour quoi que ce soit. Elle se proposa d'aller à la guilde pour enregistrer la soumission, tandis qu'il chercherait un auberge. Dans les rues bondées, il essayait de trouver un endroit où passer la nuit. Tout à coup, une agitation à côté attira son attention, et il alla voir ce qui se passait. Un homme énorme coinçait un jeune commerçant, l'accusant de vendre de la poudre à canon humide. Le commerçant, tout nerveux, jura qu'il ne se souvenait même pas avoir vendu quoi que ce soit à ce type. Le brute était en train d'attraper le commerçant par le col, exigeant qu'il prouve son innocence. Le jeune guerrier pensa que du sang sur le bois avait plus de sens que agité pour décrire cet endroit. Il savait la vérité. La rue bondée débordait d'obscurité. Tout le monde là-bas ne se souciait que de sa propre routine, ignorant l'autre. Même avec la prospérité, la menace des démons planait toujours. Sans trop réfléchir, il se lança, attrapant le bras du colosse et ordonnant de relâcher le commerçant. Le type se retourna avec rage, mais l'ami ne se laissa pas intimider. Avec son bras démoniaque brillant, il souligna que le brute n'avait même pas moyen de prouver son achat. Le géant ressentit une pression écrasante et avait du mal à respirer. Avec un dernier avertissement pour qu'il se méfie, le type poussa et le géant tomba. Le commerçant, surpris et reconnaissant, demanda comment il pourrait rendre la faveur. Le jeune suggéra qu'il donne un peu de poudre à canon gratuitement au lieu de tout argent, mais en réalité demanda au commerçant de garder cette aide à l'esprit pour une combattante du marché noir qui apparaîtrait. Le commerçant fut touché par cette attitude, même sans savoir quelle poudre l'illustre utilisait. Il accepta de laisser faire. Alors qu'il s'éloignait, déjà adapté à la situation, il décida de poursuivre sa quête d'un endroit, passant devant des bâtiments luxueux remplis de nobles. C'était un monde bien éloigné des villages. Il continua sur le front de mer, sentant une présence étrange, comme s'il était observé. Il ne voulait pas créer de remous, mais un tourbillon bleu apparut juste devant lui. Il soupira, réalisant que, comme prévu, il n'avait pas pu passer inaperçu aux yeux de cette personne en particulier. L'énergie se solidifia, révélant un homme aux cheveux blonds qui appelait par le nom de son ancien connu, Charles. Il se souvenait de sa vie passée avant de perdre son bras, lorsqu'il passait ses journées à éliminer des monstres et des démons. C'était un guerrier capable, luttant sans peur contre des hordes de soldats squelettiques sur le champ de bataille. Il a affronté le vaste chef d'une armée squelettique, prêt à l'affronter seul, juste au moment où le fou pensait être englouti par le monstre. Un sort redoutable de glace a pulvérisé la bête sans pitié. Au milieu de la tempête de neige, des morceaux de créatures, surgit une figure calme et puissante, c'est Charles, le magicien des braves. Il arrivait toujours au bon moment. Le gars se présente comme Charles Glace et demande si Roland est en vie. Le héros ne peut que rester abasourdi, regardant ce monstre s'écrouler d'un coup. Charles, tout préoccupé, demande s'il est blessé et le héros se sent même gêné par cela. Charles est comme le fils du chef de la magie, avec une lignée puissante et toujours en première ligne. Ce gars est exceptionnel parce qu'il se soucie vraiment des gens, qu'ils soient nobles ou roturiers. Pour cette raison, il est toujours sollicité tant par les riches que par ceux qui ont besoin d'aide. Charles a accepté l'invitation du héros d'aller dans son village, honoré par l'appel. Les deux guerriers partent pour le village Akuna, le foyer tranquille du héros avant le chaos. À leur arrivée, il crie pour sa sœur Félicia, annonçant qu'il est de retour. Elle apparaît, une belle femme aux longs cheveux blancs, l'accueillant avec un sourire. Soudain, Solana apparaît derrière un coin, tout excité de voir l'être Charles. Charles salue la fille, se rappelant qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Félicia se présente et il fait une révérence polie, se montrant très satisfait. Il se présente comme le fils aîné de la maison Glace et un administrateur du royaume. Elle reste sans voix en réalisant qu'elle a accueilli un noble de la maison Glace. Un peu gênée par son statut, elle veut ranger la maison, mais il lui dit de se détendre. Solana intervient, disant que Charles n'est pas le genre de noble à mépriser les autres. Charles complète qu'au final, la noblesse ne protège pas contre les démons, nous sommes tous humains. Félicia adore la façon dont il pense, trouvant cela beau pour un noble. La Benjamin taquine, disant qu'il a encore l'air d'un aristocrate, mais avec une vraie simplicité. Le héros prend sa sœur sous son bras, disant que Charles est un pote et espère qu'elles s'entendront bien. Elle acquiesce et ils se saluent formellement, heureux de se rencontrer enfin. Plus tard, la lumière chaude de la maison éclaire la forêt sombre et paisible. Les quatre se réunissent autour de la table, profitant d'un banquet de steak et de pain
Le héros met la main à la pâte dans la cuisine pendant que Charles rapporte un vin sinistre. Pendant un moment, la bande rit et oublie la guerre, profitant d'une paix rare. Charles commente que sa famille est géniale et le héros acquiesce. Il admet que, bien qu'il parle de sauver le monde, ce qu'il désire vraiment, c'est préserver cette paix. Charles est touché et propose d'aider à protéger cette paix, quoi qu'il en coûte. Le héros frappe le poing de son ami, disant que c'est lui qui devrait vouloir ce genre d'aide. Revenant au présent, le bras en écharpe du héros se ferme en un point, tandis que le souvenir s'estompe. Le héros informe son ami qu'il connaît la récompense, mais Charlie a déjà perçu le noble. Il explique qu'en tant qu'ami, il sent que c'est son devoir d'éradiquer sa douleur. Charlie sourit, réalisant qu'il y a beaucoup plus dans l'histoire que les rumeurs ne le disent. Le héros lui demande s'il est prêt pour l'histoire du monstre et Charles accepte, sans hésiter, confiant en sa force. Charles sait qu'il peut affronter n'importe quoi. Le héros lâche un sourire ironique, se remémorant à quel point Charles a toujours été fiable. Il commence à raconter tout, de la destruction du village à la perte de Félicia. Charles écoute tout tranquillement, mais son expression devient lourde en apprenant pour sa sœur. Consumé par la colère et la douleur, le héros promet que le roi démon va payer, même si c'est le dernier acte. Charles demande ce que Félicia penserait de lui maintenant. Le jeune homme, en quête de vengeance, dit qu'il ne saura jamais si elle serait fière. Il fait ses adieux, affirmant que ce chemin sera son seul destin. Charles soupire, réalisant qu'il ne peut pas l'arrêter, faisant semblant qu'ils ne se sont jamais connus. Le héros s'excuse, mais promet qu'ils se retrouveront. Alors que Charles regarde son ami s'éloigner, il sait que cette rencontre est inévitable. Après le départ du héros, Charlie ressent une présence étrange derrière lui et se retourne. Un garçon qui apparaissait autrefois avec lui se présente comme Chronos. Le gamin dit qu'il s'attendait à voir les yeux bleus de la famille Glace avec ce tourbillon d'énergie bleue. Charlie se prépare à la bataille, disant au garçon de venir vers lui. Ses yeux brillent de pouvoir tandis qu'il défie le démon de montrer de quoi il est réellement capable. Pendant ce temps, à l'auberge, Solana commente à quel point c'est beau, surprise qu'il y ait maintenant même une douche. Elle était là en pyjama, remerciant son partenaire d'avoir pris ses vêtements pendant qu'elle se lavait. Regarde comme c'est fou. Elle a ensuite posé la question malicieuse de savoir s'il avait exploré la ville. Il répond que, en fait, il a rencontré Charles, ce vieux connu. Le gars a balancé qu'il avait tout raconté aux nobles, qu'il avait même laissé partir tranquille pour l'instant, mais avait précisé qu'il ne pouvait pas compter sur lui. On dirait que les chevaliers royaux ne le chassent pas dans cette ville. Alors, il se retourne et demande comment ça s'est passé pour la guilde. La fille confirme qu'elle a récupéré les récompenses sans problème. Avec fierté, elle montre un sac lourd de pièces et un nouveau lot de poudre. Du super boulot. Elle a dit qu'elle a eu une réduction parce qu'elle était une femme dans les arts martiaux et ça l'a rendue très heureuse. Il demande s'il y a des nouvelles. Elle répond que la demande pour le capturer a été enterrée. Il devient curieux et demande à propos de Chronos ou du roi démon, mais rien de nouveau non plus à leur sujet. Elle essaie de réjouir le gars en disant que pas de nouvelles, c'est de bonnes nouvelles. Et il est d'accord que c'est un soulagement. Il sait que Chronos est toujours sur son dos, donc tôt ou tard, ils vont se croiser à nouveau. En attendant, il promet de continuer à s'attaquer aux démons, volant des pouvoirs et devenant de plus en plus redoutable. Sa compagne note un petit brin d'inquiétude dans son regard, mais accepte le plan. Elle sort alors la carte, suggérant un itinéraire délicat pour qu'ils poursuivent leur chasse, désignant le chemin. Elle dit qu'ils vont affronter des trolls, des boss et même un démon en armure noire. Elle mentionne aussi que cela les mènera au village de Karak et il accepte que c'est un bon coup. Selena s'étire, heureuse, satisfaite que les plans soient enfin établis avec un avenir immédiat défini. Elle se jette sur le lit, prête pour un petit somme tranquille. Le héros se couche aussi, fermant les yeux et laissant enfin son corps se détendre. Pendant qu'il s'endort, Selena se lève le matin et s'approche de lui. Elle tend la main en demandant à sa sœur qui était déjà partie si elle parvient à entendre ses pensées, se demandant si elle donne vraiment le soutien que sa sœur aimerait qu'elle donne, se rappelant d'un moment où Félicia avait demandé pourquoi elle avait le courage d'être aventurière. La fille avait répondu avec fierté qu'elle ne tomberait jamais sur rien. Juste pour agacer sa sœur, elle a expliqué que, tout en comptant toujours sur leur aide, elle voulait faire quelque chose seule. Maintenant, la sœur aînée a compris et a dit que si elle avait décidé, elle devait aller de l'avant. Félicia a fait promettre à la jeune femme qu'elle resterait aux côtés de son frère pendant qu'il se battait. La sœur cadette a promis qu'elle serait la pierre sur laquelle il pourrait compter pour se reposer. Les deux se sont tenus par la main, formant un lien fort en faisant cette promesse sincère. Elle remarque que, depuis ce jour, son frère est en lutte éternelle. Elle sait qu'avec la sœur partie, elle doit être le port sûr de repos pour son frère. Elle serre les poings, consciente qu'elle ne remplacera pas sa sœur, mais qu'elle peut être présente. Le lendemain matin, elle se réveille joyeusement, souhaitant à son frère une bonne journée. Il répond en demandant si la nuit a été bonne. Après une journée aussi agitée, avec un sourire radieux, elle fait un signe positif et confirme qu'elle a dormi comme une pierre. Ainsi, tous deux quittent Alfred, prêts à poursuivre la quête. Ils affrontent des hordes de monstres et de démons, devenant de plus en plus forts à chaque combat. Finalement, ils sont ramenés aux forêts familières autour du village de Kareki,
Puis, alors qu'ils marchent, Solana s'étire, remarquant qu'ils ont déjà abattu de nombreux monstres. On y est presque, mais le héros l'interrompt soudainement, lui demandant de se calmer, car il a senti quelque chose d'étrange. Il commence à regarder autour de lui dans la forêt sombre, reconnaissant une odeur bizarre et troublante dans l'air. La partenaire demande ce qui se passe. Il explique qu'il s'agit d'un monstre plante, un certain jardin de cadavres. Comme il n'y a pas eu de rapport à la guilde, cela doit avoir surgi récemment. Il décide de l'exterminer et s'aventure plus profondément dans la forêt, où l'air devient dense avec une odeur sucrée et des pétales brillants. Mais plus loin, ils arrivent dans une clairière et là se trouve la source de l'odeur, un champ de magnifiques 5 fleurs. La fille trouve cela à la fois beau et effrayant. Le sentiment est partagé par son partenaire. Il sait que tant que les fleurs sont vides, ils sont en sécurité, mais il est interrompu en voyant une liane près de là, et, à leur horreur, elle n'est pas vide.